Charles Darwin, L'origine des espèces, épisode 29, chapitre 11, distribution géographique. Les différences dans les conditions physiques ne suffisent pas pour expliquer la distribution géographique actuelle. Importance des barrières, affinité entre les productions d'un même continent, centre de création, dispersion provenant de modifications dans le climat, dans le niveau du sol et d'autres moyens accidentels, dispersion pendant la période glaciaire. Lorsque l'on considère la distribution des êtres organisés à la surface du globe, le premier fait considérable dont on est frappé, c'est que ni les différences climatériques, ni les autres conditions physiques n'expliquent suffisamment les ressemblances ou les dissemblances des habitants des diverses régions. Presque tous les naturalistes qui ont récemment étudié cette question en sont arrivés à cette même conclusion. Il suffirait d'examiner l'Amérique pour en démontrer la vérité. Tous les savants s'accordent en effet à reconnaître que, à l'exception de la partie septentrionale tempérée et de la zone qui entoure le pôle, la distinction de la Terre en Ancien et en Nouveau Monde constitue l'une des divisions fondamentales de la distribution géographique. Cependant, si nous parcourons le vaste continent américain, depuis les parties centrales des États-Unis jusqu'à son extrémité méridionale, nous rencontrons les conditions les plus différentes, des régions humides, des déserts arides, des montagnes élevées, des plaines couvertes d'herbes, des forêts, des marais, des lacs et des grandes rivières, et presque toutes les températures. Il n'y a pour ainsi dire pas, dans l'Ancien Monde, un climat ou une condition qui n'ait son équivalent dans le Nouveau Monde, au moins dans les limites de ce qui peut être nécessaire à une même espèce. On peut sans doute signaler dans l'Ancien Monde quelques régions plus chaudes qu'aucune de celles du Nouveau Monde, mais ces régions ne sont point peuplées par une faune différente de celle des régions avoisinantes. Il est fort rare en effet de trouver un groupe d'organismes confinés dans une étroite station qui ne présente que de légères différences dans ces conditions particulières. Malgré ce parallélisme général entre les conditions physiques respectives de l'Ancien et du Nouveau Monde, quelle immense différence n'y a-t-il pas dans leur production vivante? Si nous comparons, dans l'hémisphère austral, de grandes étendues du pays en Australie, dans l'Afrique australe et dans l'ouest de l'Amérique du Sud, entre les 25e et 35e degrés de latitude, nous y trouvons des points très semblables par toutes les conditions. Il ne serait cependant pas possible de trouver 3 faunes et 3 flores plus dissemblables. Si d'autre part nous comparons les productions de l'Amérique méridionale au sud du 35e degré de latitude avec celles au nord du 25e degré, productions qui se trouvent par conséquent séparées par un espace de 10 degrés de latitude et soumises à des conditions bien différentes, elles sont incomparablement plus voisines les unes des autres qu'elles ne le sont des productions australiennes ou africaines vivant sous un climat presque identique. On pourrait signaler des faits analogues chez les habitants de la mer. Un second fait important qui nous frappe dans ce coup d'œil général, c'est que toutes les barrières ou tous les obstacles qui s'opposent à une libre migration sont étroitement en rapport avec les différences qui existent entre les productions de diverses régions. C'est ce que nous démontre la grande différence qu'on remarque dans presque toutes les productions terrestres de l'Ancien et du Nouveau Monde, les parties septentrionales exceptées, où les deux continents se joignent presque, et où, sous un climat peu différent, il peut y avoir en migration des formes habitant les parties tempérées du Nord, comme cela s'observe actuellement pour les productions strictement arctiques. Le même fait est appréciable dans la différence qui présente, sous une même latitude, les habitants de l'Australie, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, pays aussi isolés les uns des autres que possible. Il en est de même sur tous les continents, car nous trouvons souvent des productions différentes sur les côtés opposés des grandes chaînes de montagnes élevées et rivières. Cependant, comme les chaînes de montagnes, les déserts, etc., ne sont pas aussi infranchissables et n'ont probablement pas existé depuis aussi longtemps que les océans qui séparent les continents, les différences que de telles barrières apportent dans l'ensemble du monde organisé sont bien moins tranchées que celles qui caractérisent les productions de continents séparés. Si nous étudions les mers, nous trouverons que la même loi s'applique aussi. Les habitants des mers de la côte orientale et de la côte occidentale de l'Amérique méridionale sont très distincts. Il n'y a que fort peu de poissons, de mollusques et de crustacés qui soient communs aux uns et aux autres. Et pourtant, ces deux groupes ne sont séparés que par l'isthme de Panama, étroit mais infranchissable. À l'ouest des côtes de l'Amérique s'étend un océan vaste et ouvert sur une île qui puisse servir de lieu de refuge ou de repos à des immigrants. C'est là une autre espèce de barrière, au-delà de laquelle nous trouvons
dans les îles orientales du Pacifique, une autre faune complètement distincte, de sorte que nous avons ici 3 faunes marines s'étendant du nord au sud, sur un espace considérable et sur des lignes parallèles, peu éloignées les unes des autres, et sous des climats correspondants, mais séparées qu'elles sont par des barrières infranchissables, c'est-à-dire par des terres continues ou par des mers ouvertes et profondes. Elles sont presque totalement distinctes. Si nous continuons toujours d'avancer vers l'ouest, au-delà des îles orientales de la région tropicale du Pacifique, nous ne rencontrons point de barrières infranchissables, mais des îles en grand nombre pouvant servir de lieu de relâche, ou des côtes continues, jusqu'à ce que, après avoir traversé un hémisphère entier, nous arrivons aux côtes d'Afrique. Or, sur toute cette vaste étendue, nous ne remarquons point de faune marine bien définie et bien distincte. Bien qu'un si petit nombre d'animaux marins soit commun aux 3 faunes de l'Amérique orientale, de l'Amérique occidentale et des îles orientales du Pacifique, dont je viens d'indiquer approximativement les limites, beaucoup de poissons s'étendent cependant depuis l'océan Pacifique jusque dans l'océan Indien, et beaucoup de coquillages sont communs aux îles orientales de l'océan Pacifique et aux côtes orientales de l'Afrique, 2 régions situées sous des méridiens presque opposés. Un troisième grand fait principal, presque inclus d'ailleurs dans les 2 précédents, c'est l'affinité qui existe entre les productions d'un même continent ou d'une même mer. Bien que les espèces elles-mêmes soient quelquefois distinctes en ces divers points et dans des stations différentes. C'est là une loi très générale, et dont chaque continent offre des exemples remarquables. Néanmoins, le naturaliste voyageant du nord au sud, par exemple, ne manque jamais d'être frappé de la manière dont les groupes successifs d'êtres spécifiquement distincts, bien qu'en étroite relation les uns avec les autres, se remplacent mutuellement. Il voit des oiseaux analogues, leur chant est presque semblable, leurs nids sont presque construits de la même manière, leurs œufs sont à peu près de même couleur, et cependant ce sont des espèces différentes. Les plaines avoisinant le détroit de Magellan sont habitées par une espèce d'autruche américaine, Rhea, et les plaines de la Plata, situées plus au nord, par une espèce différente du même genre. Mais on n'y rencontre ni la véritable autruche ni l'émeu, qui vivent sous les mêmes latitudes en Afrique et en Australie. Dans ces mêmes plaines de la Plata, on rencontre l'agouti et la viscache, animaux ayant à peu près les mêmes habitudes que nos lièvres et nos lapins, et qui appartiennent aux mêmes ordres de rongeurs, mais qui présentent évidemment dans leur structure un type tout américain. Sur les cimes élevées des cordillères, nous trouvons une espèce de viscache alpestre. Dans les eaux, nous ne trouvons ni le castor ni le rat musqué, mais le couipou et le capybara, rongeurs ayant le type sud-américain. Nous pourrions citer une foule d'autres exemples analogues. Si nous examinons les îles de la côte américaine, quelque différentes qu'elles soient du continent par leur nature géologique, leurs habitants sont essentiellement américains, bien qu'ils puissent tous appartenir à des espèces particulières. Nous pouvons remonter jusqu'aux périodes écoulées, et ainsi que nous l'avons vu dans le chapitre précédent, nous trouverons encore que ce sont des types américains qui dominent dans les mers américaines et sur le continent américain. Ces faits dénotent l'existence de quelques liens organiques intimes et profonds qui prévaut dans le temps et dans l'espace, dans les mêmes étendues de terre et de mer, indépendamment des conditions physiques. Il faudrait qu'un naturaliste fût bien indifférent pour n'être pas tenté de rechercher quel peut être ce lien. Ce lien, selon ma théorie, est tout simplement l'hérédité, cette cause qui, seule, autant que nous le sachions, d'une manière positive, tend à produire des organismes tout à fait semblables les uns aux autres. Ou, comme on le voit dans le cas des variétés presque semblables, la dissemblance des habitants de diverses régions peut être attribuée à des modifications dues à la sélection naturelle et probablement aussi, mais à un moindre degré, à l'action directe de conditions physiques différentes. Les degrés de dissemblance dépendent de ce que les migrations des formes organisées dominantes ont été plus ou moins efficacement effectuées à des époques plus ou moins reculées, de la nature et du nombre des premiers immigrants, et de l'action que les habitants ont pu exercer les uns sur les autres, au point de vue de la conservation, de différentes modifications, les rapports qu'ont entre eux les divers organismes dans la lutte pour l'existence étant, comme je l'ai déjà souvent indiqué, les plus importants de tous. C'est ainsi que les barrières, en mettant obstacle aux migrations, jouent un rôle important, tout comme le temps, dans le lent procès de modification par la sélection naturelle. Les espèces très répandues comprenant de nombreux individus, qui ont déjà triomphé de beaucoup de concurrents dans leur vaste habitat, sont aussi celles qui ont le plus de chances de s'emparer de places nouvelles. Lorsqu'elles se répandent dans de nouvelles régions, soumises
dans leur nouvelle patrie à de nouvelles conditions, elles doivent fréquemment subir des modifications et des perfectionnements ultérieurs. Il en résulte qu'elles doivent remporter de nouvelles victoires et produire des groupes de descendants modifiés. Ce principe de l'hérédité avec modification nous permet de comprendre pourquoi des sections de genre, des genres entiers et même des familles entières se trouvent confinées dans les mêmes régions, cas si fréquents et si connus. Ainsi que je le fais remarquer dans le chapitre précédent, je ne crois pas qu'il existe une loi de développement nécessaire. La variabilité de chaque espèce est une propriété indépendante dont la sélection naturelle ne s'empare qu'autant qu'il en résulte en avantage pour l'individu dans sa lutte complexe pour l'existence. La somme des modifications chez les espèces différentes ne doit donc nullement être uniforme. Si un certain nombre d'espèces, après avoir été longtemps en concurrence les unes avec les autres dans leur ancien habitat, émigraient dans une région nouvelle qui plus tard se trouverait isolée, elles seraient peu sujettes à des modifications, car ni la migration ni l'isolement ne peuvent rien par eux-mêmes. Ces causes n'agissent qu'en amenant les organismes à avoir de nouveaux rapports, les uns avec les autres, et à un moindre degré, avec les conditions physiques ambiantes. De même que nous avons vu, dans le chapitre précédent, que quelques formes ont conservé à peu près les mêmes caractères depuis une époque géologique prodigieusement reculée, de même certaines espèces se sont disséminées sur d'immenses espaces, sans se modifier beaucoup, ou même sans avoir subi aucun changement. En partant de ces principes, il est évident que les différentes espèces d'un même genre, bien qu'habitant les points du globe les plus éloignés, doivent avoir la même origine, puisqu'elles descendent d'un même ancêtre. À l'égard des espèces qui n'ont éprouvé que peu de modifications pendant des périodes géologiques entières, il n'y a pas de grande difficulté à admettre qu'elles ont émigré d'une même région. Car, pendant les immenses changements géographiques et climatériques qui sont intervenus depuis les temps anciens, toutes les migrations, quelque considérables qu'elles soient, ont été possibles. Mais dans beaucoup d'autres cas, où nous avons des raisons de penser que les espèces d'un genre se sont produites à des époques relativement récentes, cette question présente de grandes difficultés. Il est évident que les individus appartenant à une même espèce, bien que habitant habituellement des régions éloignées et séparées, doivent provenir d'un seul point, celle où ont existé leurs parents. Car ainsi que nous l'avons déjà expliqué, il serait inadmissible que les individus absolument identiques eussent pu être produits par des parents spécifiquement distincts. Nous voilà ainsi amenés à examiner une question qui a soulevé tant de discussions parmi les naturalistes. Il s'agit de savoir si les espèces ont été créées sur un ou plusieurs points de la surface terrestre. Il y a sans doute des cas où il est extrêmement difficile de comprendre comment la même espèce a pu se transmettre d'un point unique jusqu'aux diverses régions éloignées et isolées où nous la trouvons aujourd'hui. Néanmoins, il semble si naturel que chaque espèce se soit produite d'abord dans une région unique que cette hypothèse captive aisément l'esprit. Quoique la rejette repousse la vera causa de la génération ordinaire avec migration subséquente et invoque l'intervention d'un miracle, il est universellement admis que, dans la plupart des cas, la région habitée par une espèce est continue, et que lorsqu'une plante ou un animal habite deux points si éloignés ou séparés l'un de l'autre par des obstacles de nature tels que la migration devient très difficile, on considère le fait comme exceptionnel et extraordinaire. L'impossibilité d'émigrer à travers une vaste mer est plus évidente que pour les mammifères terrestres que pour les autres êtres organisés. Aussi ne trouvons-nous pas d'exemple inexplicable de l'existence d'un même mammifère habitant des points éloignés du globe. Le géologue n'est point embarrassé de voir que l'Angleterre possède les mêmes quadrupèdes que le reste de l'Europe, parce qu'il est évident que les deux régions ont été autrefois réunies. Mais si les mêmes espèces peuvent être produites sur des points séparés, pourquoi ne trouvons-nous pas un seul mammifère commun à l'Europe et à l'Australie, ou à l'Amérique du Sud? Les conditions d'existence sont si complètement les mêmes qu'une foule de plantes et d'animaux européens se sont naturalisés en Australie et en Amérique, et que quelques plantes indigènes sont absolument identiques sur ces points si éloignés de l'hémisphère boréal et de l'hémisphère austral. Je sais qu'on peut répondre que les mammifères n'ont pas pu émigrer, tandis que certaines plantes, grâce à la diversité de leurs moyens de dissémination, ont pu être transportées de proche en proche, à travers d'immenses espaces. L'influence considérable des barrières de toutes sortes n'est compréhensible qu'autant que la grande majorité des espèces ont été produites d'un côté et n'a pu passer au côté opposé. Quelques familles, beaucoup de sous-familles, un grand nombre de genres sont confinés dans une seule région. Et plusieurs naturalistes ont observé que des genres les plus naturels, c'est-à-dire ceux dont les espèces se rapprochent le plus les unes des autres, sont généralement propres à une seule région assez restreinte, ou s'ils ont une vaste extension, cette extension est continue.
Ne serait-ce pas une étrange anomalie qu'en descendant un degré de plus bas dans la série, c'est-à-dire jusqu'aux individus de la même espèce, une règle tout opposée prévalut, et que ceux-ci n'eussent point, pas, au moins à l'origine, été confinés dans quelques régions uniques mais produits en 2 ou 3 endroits. Il me semble donc beaucoup plus probable, ainsi du reste qu'à beaucoup d'autres naturalistes, que l'espèce s'est produite dans une seule contrée, d'où elle s'est ensuite répandue aussi loin que le lui ont permis ses moyens de migration et de subsistance, tant sous les conditions de vie passées que sous les conditions de vie actuelles. Il se présente sans doute bien des cas où il est impossible d'expliquer le passage d'une même espèce d'un point à un autre, mais les changements géographiques et climatériques qui ont certainement eu lieu depuis des époques géologiques récentes doivent avoir rompu la continuité de la distribution primitive de beaucoup d'espèces. Nous en sommes donc réduits à apprécier si les exceptions à la continuité de distribution sont assez nombreuses et assez graves pour nous faire renoncer à l'hypothèse, appuyée par tant de considérations générales, que chaque espèce s'est produite sur un point, et partie de là pour s'étendre ensuite aussi loin qu'il lui était possible. Il serait fastidieux de discuter de tous les cas exceptionnels où la même espèce vit actuellement sur des points isolés et éloignés, et encore n'aurais-je pas la prétention de trouver une explication complète. Toutefois, après quelques considérations préliminaires, je discuterai quelques-uns des exemples les plus frappants, tels que l'existence d'une même espèce sur les sommes de montagnes très éloignées les unes des autres, et sur des points très distants, des régions arctiques et antarctiques. Deuxièmement, dans le chapitre suivant, l'extension remarquable des formes aquatiques d'eau douce, et troisièmement, l'existence des mêmes espèces terrestres dans les îles et sur les continents les plus voisins, bien que parfois séparés par plusieurs centaines de miles de pleine mer. Si l'existence d'une même espèce en des points distincts et isolés de la surface du globe peut, dans un grand nombre de cas, s'expliquer par l'hypothèse que chaque espèce a émigré de son centre de production, alors considérant notre ignorance en ce qui concerne tous les changements climatériques et géographiques qui ont eu lieu autrefois, que les moyens accidentels de transport qui ont pu parcourir à cette dissémination, je crois que l'hypothèse d'un berceau unique est incontestablement la plus probable. La discussion de ce sujet nous permettra en même temps d'étudier un point également très important pour nous, c'est-à-dire si les diverses espèces d'un même genre qui, d'après ma théorie, doivent tous descendre d'un ancêtre commun, peuvent avoir émigré dans la contrée habitée par celle-ci tout en se modifiant pendant leur émigration. Si l'on peut démontrer que, lorsque la plupart des espèces habitent une région sont différentes de celles d'une autre région, tout en étant cependant très voisines, il y eut autrefois des migrations probables d'une de ces régions dans l'autre. Ces faits confirmeront ma théorie, car on peut les expliquer facilement par le principe des modifications. Une île volcanique, par exemple, formée par soulèvement à quelques centaines de miles d'un continent, recevra probablement, dans le cours des temps, un petit nombre de colons, dont les descendants, bien que modifiés, seront cependant en étroite relation d'hérédité avec les habitants du continent. De semblables cas sont communs, et ainsi que nous le verrons plus tard, sont complètement inexplicables dans l'hypothèse des créations indépendantes. Cette opinion sur les rapports qui existent entre les espèces de deux régions se rapproche beaucoup de celle émise par M. Wallace, qui conclut que chaque espèce à sa naissance coïncide pour le temps et pour le lieu avec une autre espèce préexistante et proche, alliée. On sait actuellement que M. Wallace attribue cette coïncidence à la descendance avec modification. La question de l'unité ou de la pluralité des centres de création diffère d'une autre question. Tous les individus d'une même espèce descendent-ils d'un seul couple ou d'un seul hermaphrodite, ou ainsi que l'admettent quelques auteurs, de plusieurs individus simultanément créés? À l'égard des êtres organisés qui ne se croisent jamais, en admettant qu'il y en ait, chaque espèce doit descendre d'une succession de variétés modifiées qui se sont mutuellement surplantées, mais sans jamais se mélanger avec d'autres individus ou d'autres variétés de la même espèce, de sorte qu'à chaque phase successive de la modification, tous les individus de la même variété descendent d'un seul parent. Mais dans la majorité des cas, pour tous les organismes qui s'appareillent habituellement pour chaque fécondation et qui s'entrecroisent parfois, les individus d'une même espèce habitant la même région se maintiennent à peu près uniformes par suite de leur croisement constant. De sorte qu'un plus grand nombre d'individus se modifiant simultanément, l'ensemble des modifications caractérisant une phase donnée ne sera pas dû à la descendance d'un parent unique. Pour bien faire comprendre ce que j'entends, nos chevaux de course diffèrent de toutes les autres races.
mais ils ne doivent pas leur différence et leur supériorité à leur descendance d'un seul couple, mais aux soins incessants apportés à la sélection et à l'entraînement d'un grand nombre d'individus pendant chaque génération. Avant de discuter des 3 classes de faits que j'ai choisies comme présentant les plus grandes difficultés qu'on puisse élever contre la théorie des centres uniques de création, je dois dire quelques mots sur des moyens de dispersion. Moyens de dispersion. L'oscillation du niveau des terres et des mers ne permet pas d'affirmer que les continents et les îles océaniques ont tous été reliés à une époque récente. Les moyens occasionnels de dispersion des plantes permettent à certaines de franchir sur la mer, sous forme de graines, des distances très importantes. Fruits dérivant à la surface de l'eau, parcelles de terre attachées à des bois flottants ou aux pattes de certains oiseaux, estomacs d'oiseaux morts en mer et rejetés sur les côtes, les îles peuvent constituer des relais dans ce mode de circulation. Dispersion pendant la période glaciaire. Conformément aux observations et aux conclusions d'E. Forbes, l'Europe centrale et l'Amérique du Nord ont subi à une période géologique récente un climat arctique. Celle-ci a entraîné une migration des plantes. Au retour de la chaleur, les formes arctiques se sont retirées tout en demeurant dans les zones hautes, plus froides, ce qui explique l'identité des plantes habitant des points aussi distants que sont les montagnes des États-Unis et celles de l'Europe. Au cours de cette migration, les formes arctiques ont connu des conditions de température par hypothèse homogènes et leurs relations mutuelles n'ont pas été troublées. Elles n'ont pas été soumises à de grandes modifications. Les productions des régions tempérées d'Europe et d'Amérique offrent moins de ressemblances car elles ont été soumises depuis l'époque de la migration à une concurrence locale spécifique. Extension de l'hypothèse de Forbes sur la période glaciaire. Observation de la répartition de la faune des mers.